Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment d'être nombreux encore ce soir ici à Pessac, dans les différentes salles qui vont diffuser cette conférence, mais aussi dans d'autres cinémas en France, puisqu'on est ce soir dans le cadre de l'Unipoc de Ville-en-Ville. Donc merci beaucoup à toutes ces salles qui nous ont rejoints ce soir. Je remercie aussi le conférencier de ce soir, monsieur Marc Lavergne, que je demande de venir à mes côtés. Donc pour cette conférence sur le Soudan et sur le conflit et sur ce Soudan en quête, une nation en quête d'État. Marc Lavergne est spécialiste bien sûr du Soudan, il est directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez d'abord été géographe, mais aussi vous êtes spécialiste de géopolitique de cette région du monde, de la Corne de l'Afrique, de ses enjeux, des conflits qui s'y déroulent. Le Soudan est forcément d'actualité, malheureusement, aujourd'hui encore, comme il l'a été depuis de nombreuses années, voire de nombreuses décennies, avec un certain nombre d'exactions toujours menées contre les populations civiles, bien sûr, de cette lutte de pouvoir, finalement, et de lutte aussi pour les richesses. Mais vous nous direz un peu ce qu'il en est, quelles sont les racines, finalement, de ces conflits récurrents et, dans ce vaste pays. Mais ce soir, c'est aussi l'occasion, je pense aussi, de revenir un peu sur l'histoire longue de cette région et de ce pays, grâce à vous. Pour, au-delà des conflits, s'intéresser aussi à ce qui fait la richesse, ce qui fait aussi la spécificité de cette région. Et donc je vous remercie vraiment encore une fois d'être à Pessac pour cette conférence. Merci de votre invitation. Merci à vous. C'est une occasion précieuse. Et je vois qu'il y a une assistance nombreuse et je m'en réjouis parce que le Soudan est un pays qui est tout à fait cher à mon cœur depuis près d'un demi-siècle maintenant. Nous avons partagé un moment d'émotion très forte avec ce film et je me sens un petit peu presque futile par rapport à ce qu'on vient de voir, mais on va tâcher d'éclairer un peu ce qui se joue dans ce film, hein, et ce qui se joue dans l'actualité aujourd'hui est terrible, d'après les échos que nous en avons sur le Soudan, hein, qui occupe finalement les nouvelles au jour le jour, sans qu'on sache très bien de quoi il s'agit exactement dans ce pays lointain et qui reste mystérieux. Alors j'ai appelé cette présentation « Le Soudan, une nation en quête d'État ». Ça nous renvoie au sens de la nation, c'est-à-dire une adhésion de tous les peuples ou de tout le peuple sur un projet commun qui est un État. Et le Soudan est un pays, on va le voir, très ancien, qui remonte à l'Antiquité finalement. Et la personnalité soudanaise elle-même est très ancrée dans un espace très, très vaste, mais très, très particulier. Et ça donne un peuple dont on perçoit, malgré les différences qu'il peut y avoir de tribus, comme toujours en Afrique, hein, de tribus, de peuples et même de religions, eh bien, il y a une personnalité partagée, si vous voulez, de ces Soudanais qui essayent de forger à travers l'histoire et dans cette géographie compliquée, avec des voisins parfois difficiles et avec beaucoup d'interventions extérieures aussi, un État. Hein. Ce qui se joue actuellement au Soudan, on parle beaucoup du Darfour, mais c'est valable pour l'ensemble du Soudan, c'est cette construction de l'État depuis l'indépendance qui a failli. Alors qu'il y a un désir d'État, on l'a vu avec ces jeunes qui chantent, qui font de la poésie, qui dessinent, qui s'expriment par tous ces moyens, en dépit de toutes leurs différences, qu'on ne perçoit peut-être pas dans le film parce que c'est un film qui est tourné à Khartoum, donc c'est la capitale d'un pays extrêmement vaste qui faisait, quand j'y suis arrivé, 4 fois et demi la France comme superficie. Alors maintenant, il y a eu une sécession, mais il reste toujours un Soudan qui est 3 fois plus grand que la France, au moins 3 fois plus grand que la France. Donc c'est très difficile de construire un État dans cette diversité, mais c'est quelque chose à quoi les Soudanais sont attachés. Et on va le voir sans doute, hein, il y a effectivement quelque chose qui est l'identité soudanaise, hein, la personnalité soudanaise, malgré tous les avatars qu'elle traverse. Alors, voilà, bon, je pense que je commence d'entrée de jeu dans l'actualité, c'est-à-dire qu'on voit cet affrontement dont on a un écho lointain dans les journaux et dans les médias. Hein, c'est un affrontement fratricide, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent ensemble. Ce sont, par exemple, des nomades et des paysans
des sédentaires, qui vivent ensemble parce qu'ils sont complémentaires les uns des autres. On reviendra là-dessus. Hein, mais tous ces peuples du Soudan, que ce soit ceux de la vallée du Nil, de la capitale, ou ceux des provinces éloignées, échangent. Le Soudan est une terre de parcours, de déplacement, de nomades, de gens qui circulent et qui sont complémentaires les uns des autres. Donc il y a cet affrontement que l'on voit à l'œuvre là, et qui a des causes sur lesquelles on reviendra, qui sont aussi bien des causes naturelles comme le changement climatique et des choses évidemment historiques, humaines, qui font qu'il y a surtout un conflit pour des richesses dans un pays qui est extrêmement pauvre et difficile. Alors, depuis l'indépendance de ce pays, on y reviendra, c'est l'armée qui dirige, hein, avec des intermèdes comme celui qu'on a vu là, hein, qui s'est déroulé il y a quelques années, où la population exprime le désir de prendre son destin en main. Mais l'armée contrôle le pays d'une façon extrêmement ferme. Et donc, on peut le dire, comme on l'a dit pour d'autres pays, le Pakistan, l'Égypte, d'autres pays qui sont soumis à des dictatures militaires depuis des décennies, voire encore plus longtemps, eh bien, c'est le cas du Soudan, puisque depuis l'indépendance, encore une fois, l'armée prend le pouvoir et elle le perd aussi parce qu'elle est incapable de gérer un pays aussi vaste dans l'harmonie. Elle n'arrive pas à faire finalement que ce pays se retrouve et de cette nation forge un État, puisque son seul intérêt, c'est finalement de s'accaparer les richesses du pays. Alors, c'est une guerre de vision aussi. C'est une guerre de vision parce que il y a plusieurs visions. Les gens de la vallée du Nil sont un peu comme les descendants des anciens Égyptiens. Si vous voulez, ils sont plus proches de l'Égypte. Ce sont des paysans qui cultivent au bord du Nil, sous les palmiers, leurs jardins, des gens très sédentaires, très ancrés dans la terre. Et puis, il y a les nomades. Alors, les nomades, ce sont des gens qui élèvent des chameaux, tout à fait au nord, dans le désert, qui traversent les frontières, qui nomadisent à travers le Sahara, en quête de pâturage, hein, mais aussi de trafic, parce que les chameaux, on n'élève pas des chameaux pour boire du lait de chamel, on élève des chameaux pour transporter des marchandises, hein, ou déplacer des hommes. Donc il y a ces différences-là, ces visions sont différentes effectivement entre les paysans, entre les gens qui habitent dans les montagnes périphériques, on verra, il y a des peuples tout à fait particuliers qui peuplent ces montagnes et qui sont des montagnes refuges peut-être, ou des montagnes qui sont plus disons, agréables et hospitalières parce qu'il y pleut plus que dans les plaines et dans les déserts. Donc il y a ces différentes visions qu'il s'agit de réunir pour forger une nation. Et cette nation, elle se forge, on l'a vu avec ces jeunes, encore une fois, dans la capitale, c'est-à-dire qu'ils viennent de toutes les régions du pays, mais ils font corps, hein, et ils ont un espoir commun, et ils ont cet amour du Soudan. Parce que dans cette diversité, on va le voir, tout le monde se sent soudanais, finalement. Personne ne veut quitter le Soudan. J'irai même plus loin, on le verra. Les gens qui ont fait sécession avec le Sud-Soudan ne le voulaient pas, hein. C'est une sorte de pression étrangère qui fait qu'ils ont pris cette décision de quitter le Soudan pour devenir le Soudan du Sud. Ce qui veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui existe, qui s'appelle le Soudan, qui est quelque chose de tout à fait virtuel aujourd'hui. Mais enfin, il y a cette conception, voilà, d'un pays commun, mais un État failli, puisqu'il a été, toutes ses richesses agricoles, minières et autres, ont été pillées, il faut bien le dire, par l'armée. Et aujourd'hui, il y a une compétition entre deux camps, l'armée et ses forces de soutien rapide, qui étaient des forces de soutien de l'armée, hein, il ne faut pas l'oublier, donc des gens qui étaient homologués pour aider l'armée là où elle ne pouvait pas opérer. Eh bien, tous ces gens ont des projets, soit pour l'armée, soit pour construire l'État et l'accaparer, soit pour le démolir finalement. Et on retrouve là un peu un phénomène qui se déroule dans tout le Sahel, encore aujourd'hui, hein, dans toutes ces anciennes colonies françaises du Sahel. On a un peu les mêmes phénomènes, à la fois les phénomènes naturels, comme le changement climatique, mais aussi la surpopulation, la dégradation des conditions de vie des populations, et puis les richesses que d'autres, souvent de l'extérieur, cherchent à accaparer. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'être soudanais? En quoi y a-t-il une identité soudanaise, hein? Et donc c'est un peu ça qui se forge et qui
qui se noue au fil des événements et de ces souffrances, de ces difficultés que le Soudan traverse. Alors, à première vue, on pourrait penser que les gens qui peuplent le Soudan n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les gens de la vallée du Nil, on va les voir, ce sont des paysans qui sont plus des jardiniers d'ailleurs que des paysans, parce qu'ils ont de toutes petites surfaces, et dès qu'ils quittent leur village, ils sont perdus. Finalement, ils n'ont pas un sentiment d'appartenir à ce grand ensemble, mais ils sont quand même dans une sorte de respiration avec les steppes ou le désert alentour. Mais ils ont un genre de vie, évidemment, qui est le contraire de celui des grands nomades chameliers qui vivent à travers le Sahara sur des routes qui traversent pour aller, finalement, qui font le lien entre l'Afrique noire, le bassin du Congo ou le bassin des Grands Lacs, et la Méditerranée depuis des siècles, donc qui nourrissent l'Égypte, l'Empire ottoman et puis finalement l'Europe, puisque les plumes d'autruche, les défenses d'éléphants, tout ça a été très apprécié par les cours d'Europe depuis des siècles, et ça provenait, et les esclaves aussi bien sûr, de l'Afrique profonde, mais à l'époque, les Occidentaux n'avaient pas de bateau pour aller dans le golfe de Guinée, comme ils l'ont fait après au XIXe siècle. Donc c'était ces caravanes de chameaux qui partaient de Tombouctou, mais qui partaient aussi du Soudan pour ravitailler la Méditerranée et au-delà l'Europe. Donc ce ne sont pas des continents inconnus, ce sont des continents ou des pays comme le Soudan qui étaient tout à fait connus, non pas d'explorateurs, mais de commerçants simplement qui faisaient affaire avec ces gens. La diversité des milieux, je vous le dis, il y a la vallée du Nil, le plus long fleuve du monde, avec ses cataractes, mais aussi avec, c'est un couloir nourricier, bien sûr, et le siège des plus anciennes civilisations presque de l'humanité. Et puis, il y a, après, la steppe, le désert, la forêt, les montagnes. Tout ça crée des milieux extrêmement différents, mais qui interagissent les uns avec les autres. Il y a des montagnes qu'on peut appeler refuges, traditionnellement, en disant que les gens voulaient se réfugier pour ne pas être esclaves, mais c'est aussi des montagnes attractives, parce elles offrent un milieu plus agréable que d'autres. Voilà. Les facteurs d'unité, ce sont ces complémentarités qu'il y a, qui se nouent entre les groupes nomades, sédentaires et autres, et qui font un défaut. Alors, il y a un problème, c'est l'égalité de tous ces citoyens, parce que les Anglais ont occupé le Soudan, on verra ça, mais à la fin, ils ont donné les clés du pouvoir à certains groupes qui étaient ceux de la vallée du Nil, qui étaient des gens qu'ils avaient éduqués, qu'ils avaient formés dans cette entreprise coloniale. Il leur fallait des relais pour tenir ce pays gigantesque, et donc ils s'appuyaient sur des Soudanais, sur une élite qui considère qu'elle est propriétaire du pays, alors qu'il y a une revendication de tous les autres qui étaient dans ces périphéries psychologiques, économiques et aussi géographiques d'égalité. Et puis il y a cette revendication d'unité qui est moins évidente, mais c'est assez surprenant de voir que personne ne demande à se séparer. Encore une fois, je l'ai dit, les Sud-Soudanais ne voulaient pas l'indépendance. En tout cas, le mouvement rebelle s'appelait Mouvement de libération des peuples du Soudan, qu'on a traduit par Mouvement de libération du Sud-Soudan. Parce que c'était un peu le même acronyme. En réalité, on le verra, c'est pas du tout ça. Donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de chefs rebelles, et tous m'ont toujours dit qu'il n'était pas question même de revendiquer ni la sécession, bien sûr, ni même la fédération, ni même, je dirais, des statuts particuliers pour la région. Ils revendiquaient les mêmes droits et les mêmes possibilités que les gens de la vallée du Nil qui dirigent le pays. Voilà, vous avez ici alors ce Sahara. Alors Soudan, en arabe, ça veut dire les Noirs. C'est Bilad es-Soudan, c'est le pays des Noirs. Soud, c'est la couleur noire. Voilà, donc ça s'appliquait à l'ensemble du Sahel. Certains d'entre vous se rappellent peut-être qu'à l'indépendance en 1960 des colonies françaises, le Soudan français est devenu le Mali. Mais on a toujours appelé autrefois, bien avant que les Français n'arrivent, le Soudan, c'est cette bande finalement qui reçoit des pluies en été,
hein, donc, qui borde le Sahara. Alors, Sahel, ça veut dire le rivage en arabe. Hein. Donc, le Sahel est un rivage d'un océan qui est le Sahara. Et on dit bien que les chameaux sont les vaisseaux du désert. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment une sorte de transposition de tout ce vocabulaire maritime pour cette partie de l'Afrique. Et jusqu'à présent, ça reste très, très prégnant. Hein. Comment dire, ces routes du désert, ces routes caravanières, étant aujourd'hui comme des routes maritimes pour les Portugais, les Espagnols qui s'en rendaient en Amérique. Alors, ces routes, on en connaît certaines, hein, celle de Tombouctou, qui est aujourd'hui en proie. Bon, ces routes ont été abandonnées parce que les Européens sont arrivés par le golfe de Guinée en bateau et ont colonisé l'Afrique en remontant vers le Sahel. Hein, ils ne sont pas entrés par le désert. Mais il y a aussi une route qui part du Soudan. La route la plus orientale, c'est la route du Darfour, qui va jusqu'en Cyrénaïque, en Libye, ou bien qui rejoint le Caire ou la vallée du Nil. Et ce sont des routes qui fonctionnent encore aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que les chameliers continuent à transporter des marchandises, évidemment plus des esclaves, mais il y a chaque année, dès que les pluies arrivent et qu'il y a des pâturages dans le désert, on voit le regroupement de ces troupeaux de milliers de chameaux, souvent pour vendre les chameaux parce que les Égyptiens mangent de la viande de chameau, c'est à peu près les seuls d'ailleurs dans la région, mais aussi parce qu'ils transportent toujours des marchandises. Hein. Et puis maintenant, il y a d'autres routes qui sont les routes des migrants, hein, qui sont des routes qui partent du Soudan pour aller vers la Libye, où les migrants prennent le bateau pour venir en Italie, puis en France, etc. Ce qui fait qu'on a ce Sahara est toujours traversé par des bandes armées et par des commerçants, y compris d'ailleurs les passeurs qui sont finalement des commerçants. Alors vous voyez, le Soudan tel qu'il apparaît aujourd'hui, il a été amputé de sa partie sud, mais c'est une vaste plaine avec ce couloir du Nil que vous voyez, et il y a 7 cataractes au Soudan, puisque à Assouan, tout au nord, il y a la première cataracte, puisqu'on remontait de l'Égypte vers le Soudan. Et on a, là, dans cette carte, c'est une carte de la végétation, hein. Mais il ne faut pas croire que tout ce qui est vert soit une forêt vierge, hein. On n'en est pas là au Soudan, mais c'est une steppe arborée avec des baobabs, avec des arbres de cette région qu'on connaît dans le Sahel jusqu'au Sénégal, hein. Voilà. Donc il y a des peuples qui circulent librement dans cet espace, puisque si on a des animaux pour se transporter, on est en quête de pâturage quand on est nomade, mais beaucoup de gens sont nomades et sédentaires à la fois, c'est-à-dire des paysans qui sont des éleveurs en même temps. Alors tout au sud, ils élèvent des vaches, d'immenses troupeaux de vaches qui sont encore très appréciés, qui fournissent un commerce extérieur, parce que c'est pas de la vache, disons, congelée, hein, c'est de la vache qui se nourrit de très bonnes herbes, et donc c'est très apprécié en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Après, on a des moutons qui circulent aussi, qui font des transhumances du nord au sud avec les pluies. Et puis plus au nord, on arrive aux chèvres et puis aux chameaux, hein, qui nomadisent plus dans le désert. Donc il y a un mouvement latéral, si vous voulez, au Soudan, parce qu'il n'y a pas d'obstacle de montagne, il n'y a pas d'obstacle de climat, c'est un peu tout le même climat dans ce Sahel, donc les gens circulent, et puis les agriculteurs et les nomades nomadisent aussi ou se déplacent du nord au sud. Donc vous voyez que c'est un peuple qui est vraiment très ouvert et très libre finalement, et on le voit. On l'a vu d'ailleurs d'une certaine façon dans le film, hein, ce sentiment de liberté, de ne pas obéir à un pharaon, de ne pas obéir à un... Parce que chacun, quand il n'est pas content de son chef, que ce soit un chef de confrérie, de tribu ou d'État, peut prendre sa femme, ses enfants, sa tente, ses animaux et partir ailleurs. Hein, donc cette grande mobilité des Soudanais, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. C'est-à-dire que pour eux, ils ont de la famille à 1000 km, ils connaissent des gens à 1000-2000 km et ils bougent beaucoup. Hein. Et ils ont ce sentiment de liberté individuelle aussi très forte, hein, qui va à l'encontre, par exemple,
les Égyptiens, pour ne pas les nommer, qui ont eu ces pharaons et cette vallée du Nil avec des petits jardins où chacun naît, vit et meurt dans son village. C'est ça l'Égypte. Et donc c'est un rapport à l'autorité qui est tout à fait différent de celui des Soudanais qui ont donc cette liberté physique mais aussi une liberté mentale. C'est-à-dire qu'en allant au contact d'autres peuples qui ont d'autres genres de vie, eh bien, on s'enrichit, on ouvre son esprit. Les Soudanais sont très ouverts et je pense que ça se voit aussi dans cette jeunesse-là qui fait la révolution. Ouverts aux autres et qui n'ont pas, disons, ce désir d'opprimer ou bien de diriger simplement les autres. Voilà. Donc les pouvoirs centraux, on va voir qu'il y en a eu dans l'histoire, il y a eu des pouvoirs, mais ils s'articulaient sur les couloirs caravaniers. Ils contrôlaient des postes de douane tout à fait moderne, où ils prélevaient des taxes et ça faisait vivre une cour et autour de la cour un petit ensemble et une armée pour maintenir la paix dans les royaumes. Mais si vous voulez, c'était un pouvoir qui ne s'exerçait pas sur toute la population, qui restait tout à fait libre de partir et d'aller là où elle voulait. Alors voilà tout de suite quelques images du Soudan central qui sont des images qu'on peut trouver partout au Soudan. Le jour de marché avec ces sortes de paillotes où les gens viennent vendre leurs animaux ou le produit de leurs animaux, le lait, etc. Et puis où s'échangent les nouvelles aussi. Les Soudanais ne sont pas des urbains, ils n'ont pas construit vraiment de villes, mais c'est là que se retrouvent toutes les communautés, les nomades, les sédentaires, chacun vient échanger au marché et on échange aussi bien sûr les nouvelles, on fait de la politique, tout ça est contrôlé évidemment par des autorités mais aussi par des chefs tribaux et donc il y a cette vie du Soudan qui est articulée par ces marchés. Pour vous montrer un peu la diversité du Soudan, j'ai commencé par des images un petit peu surprenantes. Celle d'en haut, c'est le sommet du Darfour. On vous parle du Darfour tous les jours à la radio. Mais vous voyez, il y a un sommet qui est à plus de 3000 mètres. C'est la chaîne des Puys. Ce sont une chaîne de volcans du nord au sud. Et j'ai eu la chance... En 1985, j'étais allé au Darfour déjà pour une mission humanitaire, mais il n'y avait pas grand-chose à faire pour sauver les gens, je dirais, et il fallait sauver les humanitaires d'abord. Bon, j'ai profité de ça pour escalader cette montagne, et on est là dans un lac de cratères avec des animaux qui viennent de toute l'Afrique et qui sont prisonniers dans ce cratère finalement, des chevaux sauvages, des plantes qu'on ne trouve qu'en Éthiopie ou très très loin de là. Et donc il y a cette chaîne des puits qui a abrité depuis des siècles une population sédentaire qui a fait des terrasses, avec les bambous, ils ont fait des canalisations. Il pleut beaucoup, il y a de l'orage, il y a de la grêle dans la saison des pluies, et ça irradie après des rivières qui ne sont pas permanentes, qui se perdent dans le désert ou dans la steppe tout autour, où vivent aussi des populations d'éleveurs qui creusent des puits dans le sable, ou bien de paysans, ou bien de gens qui sont mixtes comme ça. Donc le Darfour est un ensemble ça fait... sur le papier, 400 000 km², donc vous savez, c'est les 2 tiers de la France. En réalité, c'est la moitié de la France qui est peuplée de façon sédentaire par des gens qui existent là depuis des siècles et des siècles et qui sont de tribus très différentes, de peuples très différents, soit des gens qui viennent s'y greffer, qui viennent de l'Afrique occidentale, soit des gens qui sont endogènes, qui ont gardé leur langue, mais tout le monde est musulman depuis des siècles, et c'était un sultanat. On y reviendra. Alors vous voyez le contraste là entre la vallée du Nil avec les palmeraies au bord sur 1 ou 2 kilomètres parce qu'on peut les irriguer à partir de l'eau du Nil et puis derrière les villages qui sont déjà dans le désert. Ça, une population donc sédentaire, paysanne, jardinière, je dirais. Mais les nomades et eux font des échanges, évidemment. On vient chercher des dattes et en échange, on donne du lait de chamel. Voilà un peu le principe, si vous voulez. Et puis, quand il y a des famines, les gens viennent se greffer dans ces villages au bord du Nil. Et l'autre image, là, prise d'hélicoptère dans une mission un peu
de recherche de groupes armés, eh bien, on voit comment habitent les gens qui sont en bordure du désert et qui ont des maisons pour l'été, quand il pleut un peu, ils reviennent habiter ces maisons. Le reste du temps, ils partent nomadiser en quête de pâturage dans le désert. Vous voyez l'extrême gradation de types d'habitat et des modes de vie dans ce Soudan. Ben là, vous voyez justement, mais la photo est un petit peu floue, mais c'est les grandes translations lors des périodes de transhumance, hein, où les Baggaras, qui veut dire éleveurs de vaches, montent du sud vers le nord pour essayer de suivre les pluies et de profiter des pâturages qui poussent tout de suite dès qu'il pleut. Si vous voulez, la steppe désertique devient verte en une journée, hein, et il faut aller très vite parce qu'après, s'il ne pleut pas dessus, eh bien, ça fane et ça se dessèche. Donc c'est valable pour tous ces groupes. Les chameliers sont plus au nord, et eux vont dans le désert, même le désert le plus aride, quand une fois tous les 3, 4, 5 ans, il y a des pluies, et ça suffit à verdir le désert. Et là, tout le monde se précipite avec les chameaux. Donc ce sont des transhumances qui posent des problèmes, évidemment, parce que les bêtes traversent les terres des paysans. Ce qui fait que depuis des siècles, il y a des réglementations entre les chefs des tribus nomades et les chefs des villages paysans pour s'assurer que les bêtes viennent sans brouter la récolte qui n'est pas encore mûre, hein, mais viennent après, par exemple, la récolte, la moisson, et avec la déjection des animaux, ils fertilisent les champs. Donc tout le monde est gagnant. Et tout ça fonctionnait très bien. Je dirais, il peut y avoir des saisons où les bêtes arrivent trop tôt, et donc il peut y avoir des conflits, mais des conflits à coups de sabre ou de flèches qui font quelques morts, et après les anciens se réunissent pour régler le problème, c'est-à-dire quantifier les dédommagements que la partie, disons, coupable verse à la partie, en l'occurrence les paysans, hein. Les nomades payent les paysans quand ils leur font des dégâts aux cultures. Maintenant, avec des armes automatiques, ça fait des dizaines de morts, et les compensations en sacs de blé ne suffisent plus. Donc c'est une des causes aussi de la désagrégation de toutes ces sociétés du Darfour en particulier, que je montre là, hein, avec les pistes traditionnelles, les couloirs qui sont connus de génération en génération, du sud vers le nord, puis du nord vers le sud, et les groupes qui ont des accords avec chaque village, avec chaque sultan, pour pouvoir passer à tel moment, à telle condition, avec tant de troupeaux. Ce sont des choses qui sont désagrégées, qui avait perduré avec les Anglais, parce qu'on y reviendra, la colonisation anglaise n'était pas comme la française, elle laissait faire les gens, hein, et elle entérinait finalement ce que les gens décidaient. Et donc, c'est des choses qui ont pu fonctionner jusqu'à ce que la croissance de la population, hein, le Darfour a multiplié sa population par 20 depuis l'an 1900. Hein. D'une part, et d'autre part, le changement climatique fait que la vie est beaucoup plus dure maintenant, aussi bien pour les nomades dans le désert ou dans la steppe que pour les paysans. Et donc, il y a une compétition pour la terre, pour les récoltes, pour les pâturages, qui fait que ce sont des territoires, dans tout le Sahel d'ailleurs, pas simplement au Soudan, déstabilisés complètement, avec des gouvernements centraux qui ne savent rien faire d'autre que je dirais tirer dans le tas, hein, et essayer de favoriser certains groupes au détriment d'autres, en faisant que des villages sont brûlés, rasiés, et que les paysans sont exterminés pour mettre les nomades à la place, parce que les nomades sont armés, ce que ne sont pas les paysans. Les nomades chameliers ont tous des kalachnikovs et des armes pour protéger leurs troupeaux de 1000 ou 2000 chameaux. Hein, les voleurs de chameaux, ça existe, ça vient la nuit, ça peut prendre tout un troupeau. Donc les paysans, eux, ils n'ont que des sabres et des bâtons. Donc évidemment, ça change, ça fait une bascule, d'autant que le pouvoir à Khartoum est occupé traditionnellement par des militaires, hein, et donc par des gens armés et qui s'entendent mieux avec les militaires qu'avec les paysans. Ouais, donc, encore une fois, cette complexité du Soudan, avec cet axe de la vallée du Nil qui mène en Égypte, hein, qui fait un lien comme ça nord-sud,
et qui produit des richesses aussi, mais plutôt agricoles. La steppe et le désert qui fonctionnent avec cette complémentarité nomade et sédentaire. Et puis plus au sud, la savane et la forêt, avec là d'autres richesses qu'on pouvait exploiter. Ça a été les esclaves pendant longtemps, jusqu'au XIXe siècle, mais ça a été aussi les défenses d'éléphants, tout ce que j'ai cité avant, la cire d'abeille, etc., tous les produits précieux dont les cours européennes étaient friandes. Voilà, on a là donc un peu ces translations lentes des pasteurs, enfin différentes selon le mode de vie. Tout ça est très articulé. Alors ça donne ce trafic saisonnier du nord vers le sud, du sud vers le nord. Et puis il y a un trafic est-ouest qui est beaucoup plus lent, beaucoup moins perceptible, mais c'est celui du Sahel, qui part du Sénégal, qui parle même du Maroc ou de la Méditerranée, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Le Sahel a été islamisé très tôt, en partant du Maroc, par les voies caravanières de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye. Mais à l'époque, les gens qui voulaient faire le pèlerinage à la Mecque, qui n'est pas une obligation, mais qui est quand même quelque chose d'extrêmement... C'était un but dans la vie, en quelque sorte. Et les pèlerins partaient de ces pays d'Afrique occidentale, du Maghreb, surtout quand la Méditerranée était pleine de pirates. Il valait mieux prendre la route du désert, mais on la prenait à pied. Donc c'était une marche qu'on faisait comme ça, qui prenait des années. On pouvait se marier en cours de route dans le Sahel, au Soudan ou ailleurs, soit en allant à la Mecque, soit en revenant de la Mecque, et donc s'installer dans des villages. Alors, c'est une translation qui a apporté l'islam, qui a apporté la langue arabe dans beaucoup de ces peuples de la steppe, ces peuples de ce grand couloir, finalement. Et puis, il y a aussi, c'est un couloir pour des éleveurs, les Peuls, par exemple. Les Peuls, on le connaît en Guinée, on les connaît au Mali, où ils sont massacrés aujourd'hui par d'autres forces armées. Ce sont des gens qui élèvent des vaches et qui transhument, qui suivent leurs vaches finalement. Ce ne sont pas les vaches qui suivent les hommes. Dans les transhumances, c'est toujours comme ça. C'est les animaux qui mènent finalement les troupeaux. C'est les troupeaux qui mènent les gens là où ils vont trouver des pâtures. Donc le Soudan a été le réceptacle de groupes humains qui sont venus de toute l'Afrique occidentale, finalement, de tout le Sahel, et qui ont fait souche au Soudan, jusqu'à la barrière que constituent les montagnes d'Abyssinie. Parce qu'à l'est du Soudan, on est bordé par les montagnes de la Corne de l'Afrique, l'Abyssinie, et là, évidemment, les vaches ne grimpent plus et restent en bas, donc au bord du Nil ou bien dans ce Sahel. Là, je vais vous faire un petit peu d'histoire, puisque nous sommes dans une société d'amateurs éclairés d'histoire. Alors, c'est une histoire, nous on connaît l'histoire des pharaons, l'histoire de l'Égypte, on l'a apprise en sixième, mais il se trouve qu'on connaît beaucoup moins bien les pharaons noirs, les pharaons du Soudan. Parce que les Soudanais, ces pharaons noirs, ont dominé l'Égypte à une période que j'ai citée là, mais la civilisation égyptienne ne s'est pas arrêtée au barrage d'Assouan. Il y a les grands temples que, quand on a sauvé Assouan, qu'on a fait le barrage, on a sorti les statues de Ramsès II, de ses épouses, etc., qu'on peut visiter aujourd'hui au bord du lac Nasser, tout en haut. Mais si on passe au sud, eh bien, il y a eu aussi des pharaons qui étaient tout à fait, on va le voir, comme les pharaons égyptiens, et certains ont même dominé l'Égypte jusqu'à la Méditerranée. Des grands pharaons noirs dont les Égyptiens sont très fiers, pharaon et pharaon, parce qu'il y a eu aussi des pharaons, les Candace, et même plus tard, la femme soudanaise, on l'a vu aussi, je pense, dans ce film, c'est une femme qui a sa place tout à fait, je dirais,
similaire ou parallèle à celle des hommes, hein, et qui a dirigé le pays et qui est capable de diriger, ce qui correspond d'ailleurs aussi à ces sociétés qui sont des sociétés où la famille fait corps, hein, parce qu'on a à gérer ensemble, et chacun avec ses compétences, une famille qui se déplace, et les femmes jouent toujours un grand rôle dans la société soudanaise, et ça remonte au pharaon. Hein, à ces époques où, vous voyez, des pyramides, hein, alors elles sont plus petites que celles d'Égypte, et il y en a plus. Et il y en a qui ont été refaites par des missions archéologiques. Il y a des missions françaises, hein, d'Université de Lille, qui sont plus spécialistes d'ailleurs, qui cherchent à comprendre d'où est venue la civilisation égyptienne. Parce que finalement, c'est la question qu'on se pose toujours avec certains Africains, comme des auteurs, des écrivains, qui disent qu'elle est venue du golfe du Bénin. La civilisation égyptienne est venue d'Afrique. Alors elle serait venue, dans ce cas-là, en passant par le Soudan. Donc tout ça sont des questions intéressantes que les archéologues essayent de comprendre à travers les langues qu'on voit dans ces montagnes du Soudan, qui sont des langues africaines, hein, que les gens ont conservées ou pas, mais qui peuvent se rapprocher des langues du Bénin, du Nigeria, etc. Donc voilà, il y a certainement aussi beaucoup de vestiges enfouis sous les sables, hein, de ces périodes très anciennes, qui datent de millénaires, hein. Mais on voit que c'est une civilisation qui est extrêmement prospère, comme la civilisation égyptienne, justement avec ce trafic caravanier depuis l'Afrique noire vers la Méditerranée, hein. Ça n'a pas attendu le Nouvel Empire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a des milliers et des milliers d'années, et on voit que le niveau technologique de ces pharaons soudanais est tout à fait comparable à ceux de Thèbes, de Luxor ou de Karnak. Alors, ce sont même, on le voyait, le musée de Khartoum a été détruit par les combats, mais il y avait des statues de marbre noir, de pharaons noirs tout à fait impressionnants, hein, des statues gigantesques. C'était Taharqa et autres sont des personnages, disons, complètement tutélaires pour les Soudanais encore aujourd'hui, hein. Ce sont leurs grands ancêtres, leur Vercingétorix ou leur Ramsès II à eux. Et puis, au IIIe siècle, l'Égypte a été conquise, disons, par les Grecs, hein, par les Grecs de Byzance, c'est-à-dire le royaume romain d'Orient, l'Empire romain d'Orient, qui est arrivé jusqu'au Soudan. C'est-à-dire que le Soudan a été christianisé. La vallée du Nil, jusqu'à Khartoum, était le siège de royaumes chrétiens, mais c'était des royaumes chrétiens qui étaient monophysites, comme les Égyptiens d'aujourd'hui, comme les Éthiopiens d'aujourd'hui. Ce sont des chrétiens qui se sont révoltés contre Byzance, contre l'orthodoxie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'orthodoxie. En Russie, en Ukraine, en Grèce, on a les orthodoxes. Eh bien, le long de la vallée du Nil, ce sont des monophysites. Donc, pour des raisons religieuses assez obscures, ils sont en révolte contre le colonisateur qui était à l'époque le romain. En arabe, on dit Roum orthodoxe, par exemple, ça veut dire les Grecs orthodoxes, puisque les Grecs, des Roum, c'est-à-dire des Roumis, c'est-à-dire des Romains, en fait. Hein. Donc vous voyez là aussi des vestiges d'églises, des vestiges religieux qu'on trouve encore le long du Nil, en parfait état de conservation aussi, parce que c'est le désert. Hein. Aujourd'hui, c'est le désert. Ça ne l'était peut-être pas à ces époques reculées. Et puis, il y en a beaucoup qui étaient évidemment au musée national à Khartoum et qui malheureusement doivent être pillés et doivent avoir disparu. Alors vous voyez, ces royaumes chrétiens de Nubie, au sud de la première cataracte, ils allaient jusqu'à la Khartoum actuelle. Il y avait 3 royaumes qui sont restés chrétiens jusqu'en 1504, hein, le dernier. Donc vous voyez, c'est vraiment une durée impressionnante. Pourquoi ? Parce que les musulmans qui sont arrivés à la première cataracte à Assouan en 642, quand ils ont conquis l'Égypte, ont fait un accord avec ces royaumes qui était « vous nous donnez tant d'esclaves chaque année, il y a une date, on vient, et nous on vous donne, ou plutôt on vous donne des tissus, on vous donne de l'or, on vous donne je ne sais pas quoi ». Enfin, c'est quelque chose qui a duré jusqu'à la fin de ces royaumes chrétiens et qui est unique dans l'histoire de l'islam, parce que dans l'histoire de l'islam, soit on est vaincu, et dans ce cas-là, on est sujet. La religion chrétienne est reconnue comme la religion juive, mais ce sont des protégés.
Donc, ils n'ont pas d'armes, ils ne portent pas d'armes et ils sont soumis en quelque sorte. Et ce n'était pas le cas des chrétiens soudanais qui, eux, ont gardé leur indépendance, ces royaumes dirigés là aussi par des reines éventuellement. Hein. Donc un accord tout à fait exemplaire. Et l'islamisation du Soudan s'est faite progressivement par les marchands, par les pèlerins dont je disais qu'ils venaient du Sénégal, et aussi par les marchands, puisqu'il y avait une route commerciale le long de la vallée du Nil, et par le fait que les royaumes chrétiens avaient un système matrilinéaire. C'est-à-dire que si un musulman épousait une chrétienne, c'est lui qui devenait le roi éventuellement, ou qui prenait des fonctions importantes dans sa royaume. Donc ça a été une islamisation progressive, mais il reste des traces aujourd'hui chez les Soudanais qui viennent de ces royaumes, de ces anciens royaumes du Nord, hein, et qui sont de tribus arabisées, bien sûr, et qui sont musulmans, mais qui font le signe de croix avant de couper le pain, hein, par exemple. Ou bien qui font des plaisanteries sur le Dieu, sur Allah, qu'on ne se permettrait pas ailleurs. Voilà. Donc vous voyez, une islamisation, encore une fois, qui est aussi un peu particulière. Alors le Soudan n'est pas né comme ça, il est né le long de ces routes caravanières, la route du Nil qui menait directement en Égypte, et de là dans l'Empire ottoman, dans tout l'Empire ottoman, c'est-à-dire derrière l'Égypte, il y avait Istanbul. C'était ça la capitale du temps, évidemment, de l'Empire ottoman, hein, qui a commencé après la chute, ou un peu avant la chute de Constantinople en 1453. Donc, il y a cette route caravanière le long du Nil, qui passe parfois en bateau d'une cataracte à l'autre, et puis aussi à pied ou en chameau, et puis la route du Darfour, qui, elle, traverse le désert par une piste qu'on appelle encore aujourd'hui la piste des 40. Hein. Darb el-Arbaïn, je ne sais pas si ça veut dire 40 jours, j'en doute un petit peu, parce que le nombre de jours, ça dépend des saisons, ça dépend aussi des avatars en cours de route, mais c'est une route qui fonctionne qui a fait la richesse du sultanat du Darfour, qui était tout à fait indépendant de la vallée du Nil, hein, une voie directe qui s'arrêtait dans des oasis en cours de route et qui venait vendre les chameaux et puis aussi les esclaves qu'on apportait, qui servaient pour l'armée ou qui servaient pour tout ce qu'on veut, et puis tous les autres produits de l'Afrique forestière. Donc ce sont ces routes de pèlerinage finalement qui ont amené non seulement l'islam mais aussi la langue arabe, hein, qui a gardé d'ailleurs un certain nombre de caractéristiques, comme dans tous les pays arabes. Chaque dialecte est différent, mais le dialecte soudanais a certainement aussi, sur certains mots ou locutions, des racines que des linguistes pourraient aller chercher plus au sud. Alors vous voyez là, ces sultanats, dans la mesure où ils vivaient du commerce, le problème, c'était pas de conquérir des territoires, c'était de tenir des routes commerçantes avec des postes de douane. Et donc avoir une armée pour contrôler évidemment le commerce et faire payer les marchands. Alors là, je vois une carte qui montre surtout des tribus d'ailleurs, qui sont des tribus. Alors les cartes qui montrent des tribus, c'est toujours un peu au doigt mouillé, hein, parce que les tribus, elles se déplacent d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, et elles peuvent aussi disparaître, elles peuvent être absorbées par d'autres. En tout cas, c'est des choses qui fonctionnent encore aujourd'hui. Le sultanat du Darfour, ça n'engage que celui qui a dessiné ça, si vous voulez, hein. Ce qui comptait, c'était les postes douaniers tout à fait au nord, et puis au sud, les missions qui partaient à chaque saison sèche au sud, en Centrafrique ou au Congo, pour ramener des esclaves. Et après, il y avait d'autres groupes qui les prenaient en main, qui accompagnaient les caravanes pour qu'elles ne soient pas attaquées par des gens jaloux. Donc c'est d'autres tribus nomades qui les prenaient en charge, si vous voulez. Et le sultan, lui, avec sa cour nomade, bon, il était à El Fasher. El Fasher, la ville dont on parle beaucoup en ce moment, hein, il y avait un beau musée qui était la dernière maison du sultan. Bon, tout ça a dû être pillé ou dévasté. Mais on voit bien que c'était un peu comme les rois de France qui allaient d'un palais à l'autre dans le Val-de-Loire, si vous voulez, à la Renaissance. Hein. On s'arrête là, on roule les tapis, on va ailleurs. Et comme ça permet de connaître tout son pays, d'être partout à tour de rôle pour régler les problèmes. Et ben, le sultan de Darfour fonctionnait comme ça jusqu'en 1900. Finalement, il y a
un prisonnier anglais qui était venu, un astronome, un type un peu bizarre. Bon, il a passé quelques années en prison, mais en prison en se déplaçant avec toute la cour du sultan. Donc il a écrit un livre très intéressant sur cette aventure, parce qu'il s'en est sorti après. Voilà. Donc le sultan tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien, il est né finalement en 1821. C'est-à-dire que le sultan d'Égypte a dit à son fils, bon, je veux attaquer Istanbul, c'est-à-dire le patron, le sultan d'Istanbul, et Mehmet Ali, celui qui avait succédé à Bonaparte, c'était un commerçant albanais qui s'était installé là, qui est devenu sultan d'Égypte, vice-roi d'Égypte pour le sultan de Constantinople, mais qui s'est dit, bon, bah, finalement, pourquoi je ne serais pas calife à la place du calife, c'est le cas de le dire, et qui a envoyé son fils au Soudan pour aller chercher des esclaves, donc des jeunes costauds. Il ne s'agit pas de leur faire des misères. Si on veut des bons soldats, il faut qu'ils soient en forme. Il faut bien les nourrir, il ne faut pas leur taper dessus toute la journée. Donc, voilà, il a envoyé son fils en 1821, qui a pris tout le Soudan actuel, pratiquement sans coup férir, et c'est devenu ce qu'on appelle le Soudan. Les Soudanais, et surtout les vieux Soudanais, appelaient ça la Turquia, la période turque. Alors c'était des Égyptiens, mais c'était la période turque qui essayait de contrôler le commerce d'esclaves à leur propre bénéfice, évidemment. Donc des frontières un peu variables, là aussi, avec toutes les tribus qui continuaient à vivre à leur rythme, si vous voulez, puisque les Égyptiens s'intéressaient d'abord aux esclaves. Et puis après, il y a des comptoirs qui sont venus avec des gens de Savoie, des gens d'Autriche-Hongrie, enfin tous ces pays qui existaient encore à l'époque, et qui faisaient des comptoirs le long du Nil, les uns à côté des autres, et qui achetaient de la cire d'abeille, qui achetaient, etc., tous ces produits d'Afrique pour les expédier après à travers l'Empire ottoman, qui allait pratiquement jusqu'en Hongrie, l'Empire ottoman au XIXe siècle. Donc le Soudan était une source comme ça de richesse pour toute l'Europe. Là, je vous montre une ville, une Venise, la Venise de la mer Rouge, Souakin, alors qui est plus ancienne encore, parce que Souakin, elle est au fond d'un golfe, comme vous voyez, et c'est une cité commerçante au milieu de la mer Rouge. Aujourd'hui, tout le monde court après la mer Rouge, tout le monde veut avoir sa base militaire, etc. Et Souakin, pendant des siècles, elle a été fondée, c'était turc, là aussi. Les Turcs contrôlaient toute la mer Rouge jusqu'à la Somalie. L'Empire ottoman, jusqu'au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle. Donc Souakin est une ville morte aujourd'hui sur cette île, une sorte de Venise, avec une architecture magnifique au milieu du désert. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'eau potable. L'eau, il faut aller la chercher avec des jarres sous la mer, parce qu'il y a des sources qui sortent de terre sous la mer. Donc on plonge et on ramène de l'eau douce du fond de la mer. Voilà, donc Souakin, c'est une ville qui est grandiose, enfin je trouve, mais où il n'y a pas âme qui vive et qui est un peu injustement méconnue. Voilà donc les personnages qui ont fait le Soudan au XIXe siècle. Mehmet Ali, ce brave commerçant de Macédoine ou d'Albanie, et puis le Khedive Ismaël qui est venu plus tard, qui a fait un empire africain le long de toute la mer Rouge et qui a modernisé en quelque sorte le Soudan. Mais ces Égyptiens ont rencontré un problème, c'est que au milieu du XIXe siècle, il y a eu, comme parfois dans l'empire, dans le monde musulman, une poussée de religiosité, mais qui a un fond finalement, un fond économique. Et c'est la Mahdiya, c'est-à-dire l'époque du Mahdi. Le Mahdi, c'est l'envoyé de Dieu. Ça veut dire le premier, l'envoyé de Dieu, si on veut. Et donc, il y a un personnage qui est sorti comme ça et qui a dit « Je suis l'envoyé de Dieu » et qui a réussi à rassembler des troupes, et y compris des troupes qui étaient victimes des peuples qui sont dans la steppe, au sud, et qui vivent du trafic d'esclaves. Mais les Européens sont arrivés par la Méditerranée, en bateau, dans le golfe de Guinée, et ils ont coupé finalement une grande partie du commerce qui se faisait par caravane à travers le désert. Ça s'est produit, ça, dans toute l'Afrique occidentale. L'arrivée des Européens a tué toutes ces civilisations qui vivaient du commerce vers la Méditerranée, esclaves et tout le reste. Et donc, l'empire mahdiste a pu
se soulever avec tous ces peuples guerriers, finalement, du sud du Sahel. Et ils ont chassé les Turcs et ils se sont installés à leur place. Et pendant 15 ans, il y a eu un empire qui a été le premier pays africain à prendre son indépendance. On pense souvent à l'Éthiopie, qui est très fière de ne jamais avoir été colonisée, mais les Mahdistes ont réussi avant les Éthiopiens, finalement, et contre les Éthiopiens, à libérer, entre guillemets, cet empire turc. J'oublie de noter au passage que le responsable de l'empire soudanais aux mains des Ottomans était dirigé par un Anglais, le général Gordon Pacha. Et Gordon Pacha était animateur de ligue anti-esclavagiste. On était au milieu des années 1800, et comme en France, on a libéré les esclaves aussi à ce moment-là, parce qu'on n'avait plus besoin, on avait des machines à vapeur. Je ne pense pas que ce soit par humanité comme ça tout d'un coup, mais les esclaves coûtaient plus cher parce qu'il faut les nourrir même quand ils ne peuvent plus travailler. Donc les salariés, c'est toujours plus intéressant. On les prend quand on a besoin et on les jette quand on n'a plus besoin. Donc on est passé d'un cycle économique, si vous voulez, à un autre. Et au Soudan, Gordon Pacha était The Chinese, parce qu'il avait massacré les Chinois, il avait pillé le palais d'été là-bas à Pékin avant, donc il était revenu auréolé de gloire. Il s'est battu contre les Mahdistes, ou plutôt il a été battu par les Mahdistes qui ont pris Khartoum, le Mahdi qu'on voit là a envoyé sa tête dans un coffret à la reine Victoria. Voilà. Et donc les Mahdistes sont restés, ils ne cherchaient pas à gagner plus de terrain que ce qu'ils avaient, mais ils correspondaient à un mode de production qui était dépassé. C'était fini, les esclaves, ils ne pouvaient pas les vendre puisque plus personne ne voulait les acheter, et puis qu'il y avait des machines à vapeur maintenant, donc on n'avait plus besoin d'esclaves. Donc ils sont restés pendant 15 ans à faire des guerres un peu partout. Là vous voyez le mausolée du Mahdi, qui est mort la même année finalement que Gordon. En 1885, Gordon a été tué tout de suite puisqu'on a envoyé sa tête, et le Mahdi est mort au même moment, curieusement, mais c'est son second, le Khalifa, celui qui vient après, qui a dirigé après le Soudan, avant le Soudan anglo-égyptien, l'empire mahdiste est resté sous la houlette du Khalifa Abdullahi, qui est venu, qui s'est installé à Khartoum, qui a installé une capitale, qui a fait venir toutes ces tribus des frontières du Tchad, 300 000 personnes sont venues de force s'installer à Khartoum pour qu'il ait sous la main des soldats à lui, une armée à lui, et il n'a pas arrêté de se battre contre les Égyptiens, contre les Éthiopiens, et il a toujours son palais à Omdurman, qui est une petite maison en terre crue, très modeste, et il ne savait ni lire ni écrire, mais il a réussi à tenir donc cet ensemble gigantesque qu'est le Soudan, qu'était le Soudan à l'époque, avec d'ailleurs des gouverneurs qu'il a placés à gauche, à droite, qui étaient, par exemple, dans le Darfour, c'était Slatin Pacha, qui était un Allemand, Rudolf... son nom m'échappe. Enfin, voilà, il avait des Anglais, des Allemands qu'il a pris, des curés aussi, des gens qui ont accepté la tutelle des Mahdistes, et qui sont restés là pendant les 15 ans où cet empire a duré. Alors, les Anglais étaient quand même, et la reine Victoria, l'impératrice Victoria était quand même assez choquée, parce que c'est la seule défaite que l'empire qui a conquis les Indes et tout ça avait subie. Donc ils ont mis du temps à préparer une expédition pour reconquérir le Soudan, parce qu'ils ont construit une ligne de chemin de fer depuis l'Égypte qu'ils contrôlaient déjà avec les Français vers le Soudan pour acheminer tout le matériel. Cette fois-ci, ils ne voulaient pas se faire avoir en quelque sorte, donc ils ont mis le paquet, et là ils étaient dirigés par un officier, un personnage tout à fait important aussi, qui non seulement a réussi à reconquérir le Soudan, mais est arrivé sur le Haut-Nil, où il a rencontré des Français, la colonne marchande. Les Français partaient de Dakar et voulaient rejoindre Djibouti pour contrôler toute la bande du Sahel, et ils sont arrêtés au Tchad finalement.
Et ils étaient là, cette mission marchand qui a semé que le feu, la désolation partout où elle est passée, vraiment des gens sans foi ni loi. Et ils sont arrivés, et les Anglais sont arrivés au même moment, au même endroit, en remontant le Nil. Eux voulaient faire la jonction du Caire au Cap. Ils contrôlaient le Caire, ils contrôlaient le Cap, et ils voulaient faire ça à travers le Kenya, à travers la Tanzanie, tout ce qui est devenu anglais par la suite. Hein. Et donc, il y a eu une semaine où l'Europe était suspendue à la décision qui allait être prise. Est-ce que la France et l'Angleterre allaient faire la guerre ? Hein, en 1898, ça a été une tension extrême. Et finalement, les Français se sont rendus. La mission Marchand n'était pas de taille. Et puis, elle venait de traverser toute l'Afrique depuis le Sénégal, et donc elle était épuisée. Ils sont montés dans les bateaux anglais qui les ont rapatriés à Marseille. Voilà, fin de l'histoire. Mais pour dire que c'est pour ça que j'ai mis le petit journal, parce qu'il relate cet épisode, hein, qui était vraiment, on l'a oublié aujourd'hui, mais après il y a eu, la période de paix entre les Français et les Anglais au tournant de 1900, mais avant c'était vraiment à deux doigts de dégénérer en une guerre coloniale gigantesque. Alors, on a là la ville d'Omdurman, qui est la ville qui a été peuplée par ces 300 000 habitants qui sont venus du bout du Darfour et du Tchad de force avec leurs chameaux pour s'installer là, pour fournir l'armée dont le Mahdi ou le Khalife, son adjoint, avait besoin pour contrôler cet immense territoire. Donc vous voyez une ville, bon, il y a eu des axes qui ont été tracés au cordeau au milieu, mais c'est une ville qui s'est étendue sur le désert, une ville de maisons qu'on construit toujours de cette façon-là, c'est-à-dire en bout du Nil d'abord, donc en argile humide, et puis après, quand on est plus riche, en argile cuite, hein, on a des briques cuites plus tard, mais quand on arrive à Khartoum, c'est comme toutes ces métropoles africaines, on aspire la population de tout le pays, et on construit le long d'axes tout droit, c'est-à-dire que quel que soit le régime politique d'ailleurs, l'État se contente de tracer des allées en sable et d'allouer des lots de 300 mètres carrés pour chaque famille qui veut s'installer. Donc on construit un mur, les Soudanais ne dorment pas dans leur maison, hein. Ils dorment dehors, il fait bien meilleur dehors. Donc le soir, on tire les lits, les engarèves dehors dans la cour, et on fait la veillée dehors, et puis on dort sous les étoiles, évidemment, où on n'a pas de moustiques et où on a un peu de fraîcheur, disons. Donc voilà, en réalité, quand on parle de maison au Soudan, il s'agit de cours, hein, de hoches alignés les uns à côté des autres, et généralement, ce sont les mêmes familles qui occupent tout un quartier, hein, les uns après les autres. Donc voilà, juste une vue très, comme ça, partielle de Khartoum. Alors Khartoum, c'est 3 villes. C'est au confluent du Nil bleu et du Nil blanc, c'est-à-dire que c'est un Y à l'envers. Hein. Et vous avez le Nil blanc qui vient du sud, le Nil bleu qui vient d'Éthiopie, donc à l'est, et les deux se rejoignent pour former le Nil principal. Et vous avez là des vues à gauche, c'est l'endroit où le Nil se sépare, où les deux branches se rejoignent plus exactement. Et puis l'autre, c'est le Nil bleu, vous voyez, avec quelques ponts qui ont été construits. Bon, ce sont des photos récentes, mais quand je suis arrivé là-bas il y a près de 50 ans, hein, il y avait juste un pont, le pont des Italiens, un pont ferré qui servait à la voie ferrée et à la route. Et puis sinon, il y avait du transbordement un peu comme on pouvait. Vous voyez là une vue de Khartoum. Au premier plan, les bâtiments modernes que vous voyez sur cette vieille photo, c'est le quartier général de l'armée. Donc c'était les seuls bâtiments modernes. Après, à gauche du pont de fer, hein, du pont des Italiens, il y avait une sorte de palmeraie, mais c'était l'université où je travaillais, un endroit magnifique, parce que c'était Cambridge, vraiment les briques rouges avec des arcs comme ça, mais sans électricité, donc avec de la ventilation par les couloirs, et c'était vraiment très, très agréable, très chaleureux, au milieu des palmiers et des massifs de fleurs. Voilà, les Anglais sont venus au Soudan en 1898 pour venger Gordon, qui avait été assassiné en 1885, mais aussi pour faire, comme je vous le disais, la jonction.
Alors, leur principe, c'était qu'il fallait que la Polonie paye pour son administration. Les Anglais ne voulaient pas débourser un penny pour le Soudan. Donc, ils ont fait un barrage, et plusieurs barrages, pour faire des fermes irriguées. Et ce barrage-là de Sennar a permis de faire, entre le Nil bleu et le Nil blanc, la plus grande ferme du monde. C'est une ferme de 2,5 millions d'hectares, hein, donc 250 000 km², qui produisait du coton. Alors ça, c'était bon pour les usines anglaises, hein, le Lancashire comme l'Égypte, du bon coton, et puis des céréales. Alors on allouait des petits lots comme ça à chaque paysan qui avait 4 hectares, qui faisait obligatoirement un quart de coton, un quart de blé, un quart de fourrage, etc. Et puis un quart de cacahuètes éventuellement. Donc c'était cette Mésopotamie soudanaise qui était vraiment et qui demeure le Soudan utile, le cœur du Soudan, ce qui produit l'essentiel des denrées exportées du Soudan. Voilà, on arrive à l'indépendance en 1956. Hein. Le Soudan n'avait pas été préparé finalement, ni d'ailleurs aucune des colonies, puisque la Deuxième Guerre mondiale était passée par là, et puis les Anglais avaient toujours fait comme ça un système de gouvernement indirect. C'est-à-dire qu'ils envoyaient quelques garçons de bonne famille, des fils de lord, pour diriger l'administration, et puis ils prenaient des Égyptiens pour faire le sale boulot, c'est-à-dire commissaire de police, mamour, etc., contrôler, aller taxer, récupérer l'argent dans les tribus. Ce n'était pas les lords anglais qui faisaient ça. Donc les Anglais, les Soudanais n'ont pas le sentiment d'avoir été colonisés, en tout cas. Hein. Ils ont été sous la férule des Anglais de 1898 à 1956, mais pour eux, c'était une époque très agréable, parce que, bon, ils se plaignaient effectivement de ceux qui leur tapaient dessus, qui étaient les Égyptiens, mais ils pouvaient toujours aller voir l'Anglais qui... on voit ça avec, bon, c'est un peu le style de Laurence d'Arabie, mais aussi Téziguer, qui est né au Soudan, ou en Éthiopie, qui a connu cette époque-là. Ils étaient très, très proches des Soudanais parce qu'ils trouvaient que ces hommes qui étaient majestueux sur leurs chameaux, il y avait une noblesse. Donc les nobles anglais aimaient bien les nobles soudanais. Donc ça a donné tout ça, ce condominium anglo-égyptien où les Anglais, finalement, récupéraient tout ce qui les intéressait et pas les Égyptiens. Alors, le problème, c'est qu'en 1956, il a fallu, pour différentes raisons, les Anglais ont voulu se retirer du Soudan parce que Nasser s'était installé en Égypte et donc avait chassé les Anglais d'Égypte. Donc ils n'avaient plus rien à faire au Soudan et ils ont essayé de le donner à 2 chefs de confrérie, 2 religieux, les chefs des plus grandes confréries. Mais les confréries, c'était pas que, et ça n'est pas que des lieux de prière. Hein. L'une des confréries s'occupait d'élevage et était richissime en récupérant toutes les vaches et en les exportant ailleurs. Et l'autre s'occupait du commerce avec l'Égypte et était richissime aussi. Donc c'était les 2 Saïeds, puisque on les appelait Saïeds, ça veut dire seigneur. Hein. Les 2 Saïeds, finalement, se sont partagés le pouvoir, mais ont été incapables de le garder. Donc très rapidement, l'armée a pris le dessus. En 1958, pourquoi ? Parce que le Sud, qui n'avait pas été colonisé, les Anglais avaient conquis le sud du Soudan, au sud de Khartoum, le tiers du pays, mais ils s'étaient dit c'est un zoo humain. Et il faut le respecter comme ça. Ils sont tout nus, ils vivent avec leurs vaches, qu'ils ne mangent pas d'ailleurs. Ils boivent le lait, ils boivent le sang, mais ils ne mangent pas leurs vaches. Bon, ils vivent comme ça depuis des siècles. C'est des Maasai, si vous voulez. C'est un peu la même tribu, le même peuple au Sud-Soudan. Donc les Anglais envoyaient un peu des barons, des commissaires de police dans les marécages du Sud, mais ils ne savaient même pas combien il y avait de gens. Ils disaient, ces gens sont tout nus, laissons-les tranquilles. Et quand l'indépendance a été donnée à ces 2 turbans à Khartoum, en haut, dans le nord du Soudan, les sudistes se sont révoltés. Et on dit, on veut l'indépendance. Et donc il y a eu une révolte. Ils avaient des arcs et des flèches, hein. Mais ça a duré, parce qu'il n'y avait pas d'armée pour les contrer. Et donc tout ça a duré jusqu'en 1972. Mais l'armée soudanaise, eh bien, elle ponctionnait le pays, mais elle se battait aussi au sud en même temps. Alors là, il y a différentes périodes. Ces périodes
d'administration de l'armée, elle se terminait toujours mal, parce que l'armée faisait faillite, et l'armée n'arrivait pas à récupérer le Sud-Soudan. Hein. Elle massacrait, et puis après elle a fait du business, hein, elle récupérait, moi j'ai vu ça, hein, les avions étaient remplis de troncs d'arbres, de pierres précieuses, de choses comme ça. Donc il a fait chaque fois une révolte populaire, qu'on appelait une intifada, c'était des révoltes populaires à Khartoum, des femmes, des hommes, comme on a vu là. C'est-à-dire que dès 1958, il y a eu une première intifada qui a donné un gouvernement civil. Hein. Les militaires ont été chassés. Ils n'ont repris le pouvoir qu'en 1969. Après, il y a eu première intifada 64, autant pour moi, deuxième intifada en 1985. Et là, c'est dommage parce que j'y ai participé, mais c'était la bonne humeur, la joie de vivre, les chansons, les danses. Je me souviens des vieilles femmes qui avaient comme tambour leur casserole, évidemment, et qui défilaient dans la rue en disant « Ouais, Niméry est parti, et on va boire du whisky gratuit. Hein, » C'était un peu alors que c'était des bonnes musulmanes, mais voilà, c'était l'ambiance très festive. Mais au bout du compte, les civils, et c'est le problème qu'on a aujourd'hui aussi, n'arrivent pas à s'organiser entre eux. Il y a peut-être trop de cette substance soudanaise qui est qu'on aime son indépendance personnelle, on aime circuler, bouger, et on a du mal à construire un État. Il y a une nation, il y a un sentiment d'appartenance, mais dans les bureaux, ça se passe toujours mal, hein, parce que, et finalement, c'est l'armée qui récupère maille entre eux. Les Soudanais adorent discuter, on l'a peut-être vu aussi dans le film, hein, ils adorent échanger, brasser des idées, et donc le premier parti communiste africain, par exemple, a été créé au Soudan, en 1947. Hein, c'est les Anglais qui avaient envoyé des trade unions, des ouvriers pour le chemin de fer, pour le port, des dockers, qui ont converti leurs collègues soudanais. Et jusqu'à maintenant, malgré les dictatures militaires, malgré vraiment le fait qu'on ne peut pas se cacher dans un... J'ai l'impression que le son reste. Voilà. Que les communistes ont gardé, et je ne parle que d'eux, parce qu'il y a les nationalistes arabes, les progressistes arabes, les socialistes, ceci, cela, tous les mouvements, disons, de l'ancien monde arabe des années 50 et 60, qui est encore vivant au Soudan aujourd'hui. Dès qu'il y a une intifada, une révolution, les jeunes sortent. Moi, je voyais la liste des blessés ou des morts de la dernière en 2018. Eh bien, ils avaient tous des étiquettes politiques de partis qui n'existent plus ailleurs. Hein. Donc, il y a ce sentiment d'indépendance qui est positif et négatif parce que l'armée reprend le dessus quand les civils n'arrivent pas à s'entendre. Et c'est ce qui s'est passé avec la dernière phase, hein, où on a vu les militaires récupérer le pouvoir, mais bon, maintenant ils se déchirent entre eux, c'est un autre sujet qu'on verra. Mais voilà, on a eu, par exemple, pour cette question du Nord et du Sud, John Garang, qui était un officier de l'armée du Nord, hein, mais d'origine sudiste, d'origine dinka, et qui a pris la tête, il a signé des accords avec le Nord qui n'ont pas été respectés, et finalement, il a fait en 1983 une déclaration de reconstruction d'un mouvement de libération des peuples du Soudan, MPLS, qu'on a confondu comme mouvement de libération du Sud-Soudan, ce qui n'était pas du tout son truc. Ce qu'il me disait, c'est on a un problème au Soudan, si on a deux Soudans, on aura deux problèmes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc lui militait, et il a accepté, d'ailleurs, non seulement des discussions et des accords, mais vraiment, il construisait l'idée. Il aurait pu devenir d'ailleurs le président du Soudan parce qu'il avait beaucoup de popularité dans les bidonvilles autour de Khartoum, qui sont souvent peuplés de gens qui viennent du Sud ou bien des régions périphériques. Voilà. Mais il est mort dans un accident d'hélicoptère avant les élections. Sadiq El Mahdi, lui, c'était, encore une fois, un personnage très, je veux dire, un héritier. Un héritier auquel le pouvoir devait revenir parce qu'il avait été à son père, à son grand-père. Et puis, voilà. Et les deux
avait d'ailleurs, parce que je les connais tous les deux, et puis d'autres, ils partageaient un petit peu une même vision modernisatrice du Soudan, c'est-à-dire les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, etc. Et je trouve qu'ils avaient un mépris ou une négligence pour ces gens qui vivaient tout nus dans les marécages et qui n'avaient rien demandé à personne. Mais bon, c'est un autre débat. Et Sadiq al-Mahdi, lui, a été Premier ministre à plusieurs reprises, et ça s'est toujours mal terminé. Et la dernière dictature, elle est survenue en 1990, alors qu'il devait rencontrer les chefs rebelles et faire la paix avec eux. Mais ça a donné 30 ans d'Omar el-Béchir, qui a pris les rênes à la place, effectivement, en 1990, et qui a soumis le Soudan à une dictature qui, cette fois-ci, était une vraie dictature, pas comme les précédentes. Je me souviens, j'avais un ambassadeur de France qui me disait « Ouais, Niméry, il a interdit l'alcool, mais vous sortez le soir, ils sont tous complètement ivres. » Bon, oui, oui, effectivement. Donc c'était une dictature sur le papier, mais en réalité, les Soudanais continuaient à vivre à peu près comme ils voulaient. Avec Omar el-Béchir qui s'était appuyé sur les frères musulmans, ça a changé tout à fait de disque, et ça a été le soutien au terrorisme, ça a été faire de Khartoum une sorte de nouvelle Mecque, si on peut dire, de la révolution islamique mondiale. Et c'était une guerre effroyable au Sud-Soudan qui n'avait aucun sens. Et donc Omar el-Béchir, c'est intéressant, général en chef, on ne sait pas où il est. Il était censé être en prison, mais enfin, on n'a pas de nouvelles de lui depuis finalement 2019, quand il a été écarté. Alors c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il a été écarté par l'armée, qui tient aujourd'hui, qui se bat et qui veut récupérer le pouvoir, et par les forces de soutien rapide qui se sont alliées à l'armée pour le chasser. Or, lui avait créé les forces de soutien rapide, on pourra y revenir, parce qu'il se méfiait de l'armée, parce qu'il était sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à cause des exactions commises au Darfour dans les années 2005. Et donc, il ne pouvait plus voyager, il ne pouvait plus sortir du pays. Donc, c'était un embarras. Et il se méfiait de celui qui est le général en chef actuel, Al-Burhan, qui s'est donc allié sur ces gens du Darfour que Béchir avait créé comme gardien des frontières. Gardien des frontières, border guard, ça veut dire que ces petits voyous qui ramassaient devaient taxer les migrants et taxer tous les camions qui viennent depuis la Libye, depuis le Tchad, et qui finalement ont fait fortune dans son dos en devenant les mercenaires pour l'Arabie Saoudite, etc., ou pour les Émirats. Donc il s'est trouvé trahi par ceux qui l'avaient soutenu ou qui étaient censés le soutenir. Voilà. Donc en réalité, derrière Omar el-Béchir, c'était cet intéressant personnage, Hassan el-Tourabi, qui est venu au pouvoir dans l'ombre. Hassan el-Tourabi est un personnage intéressant, en particulier pour nous, puisqu'il a fait ses études en France. Il a fait un doctorat de droit constitutionnel qui portait d'ailleurs sur les régimes d'exception dans les pays occidentaux. Et il me racontait que l'article 16 dans la Constitution française de De Gaulle, ça permettait de faire la même chose que ce qu'il faisait, lui, au Soudan. Voilà. Donc, on a ces frères musulmans qui se sont installés. Alors, les frères musulmans n'existaient pas au Soudan, puisqu'on avait un islam confrérique, avec des gens qui respectaient des marabouts dans leur village natal, qui étaient censés leur donner des réussites aux examens, guérir les maladies, tout ce qu'on veut, le truc classique, dans tous les pays musulmans, et à Lourdes aussi. Voilà. Donc, on a les frères musulmans qui sont venus en tant qu'islam moderniste, venus, créés en 1928 en Égypte, et qui, je dirais, voulaient bazarder tous ces vieux turbans et créer une dictature. Et lui, qui était un garçon, Hassan el-Tourabi, extrêmement moderne, qui parlait français comme vous et moi, et anglais, et qui connaissait le monde, et qui voulait conquérir le monde. C'était son objectif à partir du Soudan. Il me disait souvent, je regrette, mon malheur, c'est d'être né soudanais. Je dis, ah bon, c'est un honneur. Non, c'est des paresseux. Je dis, c'est des paresseux. Va travailler par 50 à l'ombre pour aller récolter les cacahuètes ou je ne sais pas quoi. Et puis on en reparlera. Enfin bref. Voilà. Donc c'était une rupture. C'était un islam qui a régné sur la torture, sur les emprisonnements, sur la terreur.
Hein. Dans chaque village, il y avait un commissaire politique comme ça, et dans tout le pays, il y avait ce système qui dupliquait l'armée, qui dupliquait l'État, et qui, en souterrain, contrôlait tout le pays. Bon. Donc, Tourabi était un garçon qui souriait tout le temps, mais derrière ce sourire, il était assez dangereux. Et il se trouve que c'était le beau-frère de Sadiq El Mahdi, que je vous ai présenté tout à l'heure, avec son turban blanc, qui a été Premier ministre à plusieurs reprises. Hein. Donc, entre les beaux-frères, ça ne fonctionnait pas forcément très bien. Mais vous voyez, son grand mot, c'était ça, islamiser la modernité. C'est-à-dire qu'il a créé les banques islamiques qui aujourd'hui font... c'est des banques qui prêtent sans intérêt, mais qui font beaucoup d'argent. Hein. Et dans tous les pays du Golfe, il y a les banques islamiques. Il les a créées en Arabie, aux Émirats, et maintenant il y en a partout. Il y en a en France. Hein, des banques qui ne versent pas d'intérêt, mais qui rétribuent autrement, par des participations, etc., et qui ont permis à cet islam soudanais de devenir richissime, de contrôler tous les circuits commerciaux, hein, et d'étrangler finalement l'État, puisque l'État, c'était des fonctionnaires à l'ancienne qui étaient complètement marginalisés par ce système affairiste. Vous voyez, hein, des personnages qu'on a connus qui étaient... Moi, j'ai rencontré Carlos au Soudan parce qu'il était amoureux d'une coiffeuse, hein, donc je le croisais. Mais, et puis Ben Laden y est venu, il a été accueilli. Et à cette époque-là, au milieu des années 90, Hassan el-Tourabi a essayé d'assassiner Moubarak, l'Égyptien, et à faire beaucoup de problèmes comme ça à l'échelle régionale, hein, bien sûr. Alors le Soudan... Voilà, sur quoi ça repose, ce grand pays, avec des gens qui vivent par leurs bêtes, par leur récolte, mais qui vivent sur un pied très, très modeste, très traditionnel, hein, finalement. Vous avez peut-être perçu ça en voyant dans le film. Hein. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'hospitalité au Soudan, mais il n'y a pas grand-chose. On ne montre pas sa fortune parce qu'on n'a pas de fortune et que ce n'est pas l'objectif. Hein. Et ça, c'est le cas, je dirais, c'est peut-être cette mémoire du nomadisme où ça ne sert à rien d'accumuler des richesses et des trésors. Ce qui compte, c'est de circuler, c'est librement, c'est la liberté plus que la possession de biens. Cela dit, il y a les deux Nils qui se rejoignent, et les Anglais avaient fait cette grande ferme qu'on voit là entre les deux, hein, sur l'image de gauche, entre les deux Nils. Et puis, tout le long du Nil, l'eau est gratuite. Hein, l'eau du Nil, l'eau est censée être gratuite en islam, hein, pour tous les gens qui en ont besoin. Mais on a mis des pompes, hein, les listeurs indiennes, là, Doulou, on entend ça quand on marche le soir, hein, les pompes qui... Et la terre est gratuite. La terre appartient à l'État, donc elle appartient à tout le monde. C'est-à-dire que les nomades n'ont aucun titre de propriété et les paysans non plus. À la limite, au niveau du village, quand on a des palmiers, ça, je peux dire, j'ai 15 palmiers, ils sont à moi. Personne ne discutera ça. Et ce qu'il y a sous les palmiers, c'est à moi. Bon, ça peut aussi se révéler. Mais les grands espaces de steppe qu'on pouvait arroser avec des pompes, eh bien, ça a été livré aux Saoudiens, aux Qatariens, aux Émiriens, aux Chinois, aux Russes, aux Français, aux Américains, qui en voulaient, payaient un bakchich, évidemment, au gouvernement, pour avoir quelques dizaines de milliers d'hectares. Hein. Je me souviens de Khashoggi, qui était marchand d'armes en Arabie Saoudite. Il avait une terre, il avait 1 million d'hectares. Il ne l'a jamais mis en valeur, mais bon, il vendait des armes, et en échange, il avait eu 1 million d'hectares. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui... de Khartoum comme le grenier du monde arabe. Donc il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Soudan produit beaucoup surtout dans les steppes à l'est du Nil, c'est des grandes étendues planes. Et il suffit d'aligner une batterie de 30 tracteurs pour retourner la terre. Et après, on passe pour semer et on revient pour récolter. Hein, c'est de l'agriculture totalement absentéiste. On empêche les nomades de passer alors qu'ils ont l'habitude, c'est des pistes traditionnelles, ou bien les paysans, des petits paysans qui avaient leur village là, on rase tout ça, et après ils deviennent un peu, soit ils vont à Khartoum dans les faubourgs comme migrants, hein, prolétaires, soit ils travaillent sur les champs quand on a besoin d'eux.
sur leur propre champ. Donc c'est un peu ça, cette richesse du Soudan. Le Soudan a rendu riche, effectivement, une grande partie des pays de la région, mais pas le Soudan lui-même. Et il détruit le sol, parce que quand on veut défricher, on arrache tous les arbres, on arrache tout ce qui retient la terre. On peut cultiver pendant 4-5 ans, on aura des bonnes récoltes, mais au bout, c'est fini. Si on ne met pas d'engrais, si on ne travaille pas la terre. Hein. Donc on progresse progressivement vers le sud et on arrive à des régions peu peuplées où les gens se révoltent, se battent éventuellement pour protéger leurs terres. Voilà. L'autre richesse, c'est la richesse minière. Alors c'était d'abord le pétrole, c'est tout ce qui est en violet sur la carte. Donc, vous voyez, le nord en a assez peu. C'est du pétrole qui n'est pas très très bon, mais qui part en Chine. Et les Chinois viennent le récupérer sur la mer Rouge. Donc il doit traverser 1000 km avec un oléoduc. Et les sudistes doivent payer, je crois, 25 cents ou un truc comme ça. Enfin, ils payent un prix pour chaque litre ou mètre cube qui passe par ce canal. Et c'était la richesse principale du Soudan depuis que ce tuyau a été mis en place vers l'an 2000. Hein. Et quand c'est un tuyau, ça a un robinet. Et celui qui tient le robinet, c'est lui qui reçoit l'argent. Donc c'est facile, c'est plus facile de collecter l'argent du pétrole que de collecter l'argent de produits agricoles, par exemple. Hein. Donc c'est l'armée qui en profitait. Maintenant, le Sud est indépendant, donc il garde le pétrole pour lui, d'une part, et d'autre part, il n'accepte pas forcément de payer le prix qu'il faut, qui est demandé au Nord. Donc l'armée a perdu cette ressource, et donc dans une situation financière difficile. En revanche, les forces de soutien rapide, donc les alliés de l'armée, eux, ils récoltent de l'or. On a découvert de l'or au Soudan. Bon, on n'est pas les premiers parce que les pharaons savaient très bien qu'il y avait de l'or. J'ai visité des mines des pharaons dans les montagnes de la mer Rouge. Hein. Ils venaient chaque année en bateau, ils grimpaient, ils récoltaient l'or, ils le lavaient, etc. Et puis, tout du long, on a su que le Soudan produisait de l'or. Mais là, c'est devenu une véritable ruée vers l'or. On vient de toute l'Afrique pour récolter cet or. Tous les jeunes qui n'ont pas de travail, qui ne viennent pas en Europe en risquant leur vie sur le bateau, ils vont au Soudan, soit ils deviennent mercenaires, soit ils deviennent chercheurs d'or. Et il y a des mercenaires qui contrôlent les mines d'or. C'est les forces de soutien rapide, hein, qui ont fait différents métiers. Elles ont soutenu Omar el-Béchir, le président, mais après, en même temps, ils ont soutenu, ils ont participé à la guerre contre le Yémen. Donc là, ils étaient payés par les Émirats. Après, ils ont taxé les migrants, hein, et les convois de marchandises. Et puis maintenant, ils contrôlent les mines d'or. Donc, ils prélèvent leur part et ils nourrissent leurs chefs comme ça. Ils achètent des armes et ils font la guerre, hein, comme on voit. Donc, vous voyez que les taches jaunes, ça représente beaucoup d'endroits où il y a de l'or. Donc, ce qui est principalement exploité, c'est des mines qui sont... C'est pas des mines, hein. Il faut laver l'or qu'on ramasse à la pelle, finalement. C'est de l'or alluvionnaire. Les taches jaunes ne correspondent pas forcément à la réalité. Pour le Darfour, c'est devenu une ressource précieuse. Hein. Et on voit des gens qui viennent de toute l'Afrique, encore une fois. Hein. On peut venir de Guinée, on peut venir d'Angola pour chercher de l'or au Soudan. Et il faut payer. Et c'est ça qui nourrit les forces de soutien rapide et leur chef, Hemeti. Vous voyez, bon, ça c'est la mine d'or. Oui, c'est curieux d'ailleurs, parce que c'était le bureau de recherche géologique et minière français, une institution d'État qui n'existe plus, qui avait redécouvert cet or, et que j'étais rendu visite. C'est dans les années 80, je pense. Hein. Il fallait y aller en avion, un petit avion, pour découvrir cet or. Et les paysans, mais pas les paysans, les nomades de ces montagnes étaient furieux parce que on volait leur eau pour laver l'or. Or, il n'y a rien de plus précieux que l'eau. Hein. C'est beaucoup plus précieux, évidemment, que l'or. Voilà, donc les guerres qui sont survenues à partir de l'an 2002, hein, c'est des guerres qui ont mis aux prises des peuples,
hein. On parle des fours, puisqu'on parle du Darfour, c'est le pays des fours, hein, qui sont en liseré rouge sur la carte. Hein. Après, il y a les Arawa. Les Arawa, c'était des nomades qui ont perdu leur troupeau à cause de la sécheresse et qui sont devenus colporteurs. Et qui faisaient un système de prêt aux paysans. Tu rembourseras l'an prochain, la robe, elle te plaît, voilà, prends-la, tu paieras plus tard. Bon. Et ils sont devenus richissimes, et aujourd'hui, ils tiennent... ils sont jusqu'en Chine, hein, ils sont en Chine, ils sont à Dubaï, partout, ces braves Arawa. Donc ils payent aussi des forces rebelles, entre guillemets. On ne sait plus qui est rebelle et qui n'est pas rebelle, où tout le monde est rebelle vis-à-vis de quelqu'un. Donc les Arawa sont à cheval sur le Tchad, où ils ont la présidence de la République, et au Soudan, où ils voudraient prendre le pouvoir à Khartoum. Ils sont du Darfour, mais le Darfour ne les intéresse pas. Hein. Eux, ils voient plus large. Donc ils ont un mouvement pour la justice et l'égalité qui est très bien armé et très efficace. C'est, encore une fois, c'est une première guerre en 2005, hein, c'est pas la guerre actuelle. Mais vous voyez, le type d'armement n'a pas changé. Hein. Moi, j'étais chargé d'intercepter ce genre de véhicule que je voyais tout neuf, comme ça, alors que le Darfour était sous embargo de l'ONU. Et c'était des Toyota, hein, et qui sont aménagés, vous voyez, avec une petite mitrailleuse devant. Le gars est assis à côté du chauffeur, et la grande mitrailleuse derrière, où le gars est debout, jambes écartées, en équilibre. Voilà. Donc c'est un armement très efficace, donc il ne se démode pas. Voilà un peu le genre de soldats qu'il y avait, donc il y a quelques années encore. Hein. Maintenant, je pense qu'ils sont un peu plus aguerris, les soldats qu'on a, mais c'était des gamins. Voilà. Alors qui appartenait à... Monsieur Lavergne, on va prendre juste quelques minutes de plus, mais il est déjà 20h, donc voilà, je suis désolé. C'est passionnant. Je termine très rapidement ouais, pour arriver un peu à la situation actuelle. Donc, désolé, ça on l'a vu dans le film. Hein. La transition démocratique... Le micro, Monsieur Lavergne, on vous entend plus. Ouais, ah, pardon. Voilà. Donc la transition démocratique, vous avez vu dans le film déjà de quelle manière on y a mis fin. Hein. Voilà. Et l'espoir, qui était l'espoir, les généraux du côté du peuple, vous l'avez sur la photo de droite, et puis vous voyez qui se sont alliés au groupe conservateur religieux. Vous voyez les deux chefs de guerre face à face, le général en chef de l'armée, et celui qu'on appelle aujourd'hui le général, qui n'est pas plus général que je suis évêque, hein, Hemeti. Voilà. Alors l'armée, elle a un avantage sur les forces supplétives, c'est qu'elle a l'aviation. Alors elle a bombardé sa propre capitale d'une manière, comme vous voyez, assez propre. Hein. Donc vous avez ces deux milices qui se battent. La situation militaire, eh bien, les forces qui étaient originairement du Darfour sont parties parce qu'elles sont très mobiles, avec les technicals là, que je vous ai montré, les 4x4. Mais ils n'ont pas de soutien logistique, hein. Ils n'ont pas de caserne, ils n'ont pas d'armurerie, ils n'ont pas d'hôpitaux non plus, ils se font blesser, ils n'ont pas de quoi manger. Donc il faut vivre sur l'habitant. Ils ont traversé depuis le Darfour jusqu'à Khartoum, ils ont pris la ville. Ils se sont installés dans les fauteuils, mais ils ne savent pas servir d'un ordinateur, ils ne savent pas servir de quoi que ce soit de moderne. Et leur but, ce n'est pas de conquérir l'État. Ça ne les intéresse pas, ce sont des pillards, si vous voulez. Donc ça s'est mal terminé pour eux quand l'armée a reçu du secours et a pu les chasser de la capitale. Mais la capitale, elle est en ruine totalement. Ils se sont repliés sur le Darfour. Et ce qu'on a vu ces jours-ci, c'est que l'armée tenait encore la dernière ville, la capitale du Darfour, El Fasher, et qu'elle l'a perdue. Vous voyez El Fasher sur la carte là. L'armée, enfin ces forces de soutien rapide, donc, qui sont des amateurs en quelque sorte, se sont repliées. Et ils tiennent le Darfour. Hein, et ils massacrent tous ceux qui ne sont pas de leur tribu. Voilà. Et l'armée, elle, eh bien, elle tient des garnisons à travers tout le pays, mais en dehors des garnisons, ils ne sont pas forcément chauds pour partir se frotter aux forces de soutien rapide, hein, qui font quand même beaucoup de dégâts. Alors, ce qui soutient tout ça, c'est des pays étrangers. Hein. Ce ne sont pas les ressources locales qui sont à peu près arrêtées. Alors, vous voyez, pour les forces de soutien rapide, ce sont les Émirats. Alors, en particulier Dubaï, parce que Dubaï est le marché mondial de l'or.
Donc, vous voyez le lien entre l'or qu'on ramasse avec des gens qui sont un peu des esclaves, en quelque sorte, et en échange de l'or, eh bien, on envoie du matériel et surtout de l'armement, et c'est donc surtout Dubaï. L'Éthiopie, elle est hostile à l'Égypte parce que, à propos des eaux du Nil, hein, parce qu'ils ont fait un grand barrage et les Égyptiens crient très fort pour dire que ça va les assoiffer. Et les Éthiopiens, les Égyptiens, soutiennent l'armée gouvernementale parce que l'Égypte, c'est aussi une armée et les cadres de l'armée soudanaise ont été formés en Égypte. Et donc, l'Égypte n'est évidemment pas une démocratie non plus et l'armée possède le pays. J'ai vu que là, ils ouvrent un grand musée, etc. C'est toujours pour remplir les poches de l'armée du côté égyptien. Et donc, il y a assez peu de pays qui soutiennent l'armée, mais l'armée est assez solide. Et puis, elle prétend avoir une légitimité symbolique puisqu'elle a toujours dirigé le Soudan, si vous voulez. En face, les forces de soutien rapide n'ont aucune compétence administrative non plus. Mais ils sont soutenus par beaucoup de pays voisins qui ont peur que derrière l'armée, il y ait les frères musulmans. Hein, et puis, en même temps, parce que les Égyptiens ont un souverain mépris pour les pays africains, on va dire, en amont. Hein. Voilà, c'est un peu ce que je voulais transmettre pour démarrer. Hein. Il y a une chose qui me... Mais c'est vrai que nous arrivons à la fin. Voilà.